Guten Tag, der Frankreich-Block ist heute in der Galerie d'Art Contemporain à Auvers-sur-Oise. Neben mir sitzt Michel Sicard. Bonjour Michel. Bonjour Aïner. Alors toi et Moshgan Moslei, vous formez un duo d'artistes. Un duo d'artistes contemporains qui vit et travaille à Paris. Vous avez exposé en Europe, dans des galeries de musées et souvent en Asie, à Harbin en Chine, à Pékin, et à Séoul, Busan et dans beaucoup d'endroits en France. Aujourd'hui, nous sommes à Auvers-sur-Oise et votre exposition s'appelle Notes de brouillard. Et dans l'annonce pour cette exposition, je lis « Elle capte à la fois les êtres dans le rythme originel, cette petite musique qui est l'essence même de chaque corps individué et leur probable dilution partielle dans l'univers, happée vers d'autres trajectoires par lesquelles il se multiplie et s'efface. » Voilà votre point de départ. Je voudrais avec toi retrouver ces idées en regardant vos œuvres. Vous parlez de rythme originel et de l'essence de chaque corps individué et de leur probable dilution partielle dans l'univers. S'agit-il ici aussi de ce fameux universel singulier de Sartre ? C'est un universel encore plus vaste puisque ça inclut tous les atomes de la nature, la lumière et les particules. Lorsqu'on a appelé ça note de brouillard, on a pris le brouillard comme une sorte de paradigme. Le brouillard, c'est un nuage qui se forme, mais au lieu d'être dans le ciel, il est très près de la terre. Et donc il entre en contact avec le monde dans lequel nous vivons et il le brouille. Voilà. Et il y a une sorte de halo dans lequel on ne peut plus voir tout à fait distinctement. Enfin, il y a des nuances dans le brouillard. Il y a des brouillards très épais, puis il y a des brouillards où on voit un peu. Mais on découvre un espace profond, on découvre qu'il y a peut-être des bruits, des sons. Si la route, par exemple, si nous sommes en voiture, nous quittons la route, alors nous sentons que le bas-côté introduit un autre espace. Et c'est un petit peu ces battements à côté qu'on a voulu explorer. Et donc, lorsqu'on n'a plus la vision, lorsque c'est brouillé, donc on explore les sensations autrement, par le toucher, par le rythme, etc. Et donc c'est un approfondissement de toutes ces façons de toucher par le rythme et d'avancer par le pas à pas, donc de mesurer par des types de scansions alternés l'espace. Et donc il y a ça dans la plupart des œuvres, c'est-à-dire il y a une touche de fond qui est rythmique et puis après se produit cet événement climatique qui efface ça et qui nous permet de retrouver le rythme parce que il y a quand même des choses qui affleurent à la surface et donc on voit un peu des ombres, où on voit comment la poussière d'eau ou de neige, ça peut être aussi, s'est déposée et donc alors qu'on croirait qu'il n'y a rien à voir, il y a au contraire beaucoup de relief. Et nous entrons là dans un type de paysage qui est plutôt un paysage mental, donc qui pourrait se rattacher à un certain type d'abstraction, alors qui n'est plus l'abstraction du chant, mais qui est une abstraction sous forme de nébuleuse qui tient compte de la dissémination de l'univers. Et alors ce voile blanc est évidemment très important, c'est un peu le voile de la mariée comme chez Duchamp, mais les célibataires regardent sans que la mariée ait besoin de se mettre à nu. Donc le voile de la mariée doit rester sur les choses et il enveloppe les choses, il donne
un empaquetage fondamental et en même temps, bon, de temps en temps, il s'effiloche et alors le réel surgit comme ça dans une espèce de fulgurance. Est-ce que je dois prendre le mot brouillard littéralement? Est-ce que c'est quelque chose qui se pose entre nous et les objets et qui modifie la perception que nous en avons? Alors, on peut le prendre littéralement, bien qu'il n'y ait pas de vrai brouillard. Il y a des artistes contemporains qui travaillent avec des machines à faire du brouillard froid, hein. Donc une vapeur s'envole. Mais là, c'est plutôt du pigment blanc. Nous avons utilisé pour toutes ces séries du pigment blanc qui recouvre donc l'étoile ou partiellement ou presque totalement. Et donc, on a bien effectivement des effets de brouillard, et ce brouillard est en même temps un révélateur, hein. Donc, il nous amène dans une autre dimension de l'espace, qui est une dimension beaucoup plus profonde, parce qu'au fond, les gens ont trop travaillé sur des images, sur le purement rétinien. Là, au contraire, si on introduit du brouillard, on est obligé de s'orienter autrement, soit par le geste, soit par l'écoute. Et donc, on a un monde qui est un monde totalement différent, alors qui se joint aussi au monde de la nuit. On voit dans cette série-là qui s'appelle Au tréfonds des ténèbres, enfin, écouter le torrent au tréfonds des ténèbres, et où il y a une base noire d'abord, et ensuite le brouillard qui tombe dessus comme un couperet par endroits, et qui laisse des pans comme ça, parfois verticaux, parfois un peu obliques. Et donc ce brouillard est présent sous cette forme de poussière et de pigmentation. Et alors, il se produit une sorte d'inversion entre le noir et le blanc, c'est-à-dire que de la même façon que un auteur a pu dire que le lait avait une noirceur secrète, eh bien le blanc aussi a une noirceur cachée. C'est-à-dire que le blanc nous fait basculer dans une sorte de nuit, parce que justement on ne voit pas les formes, on ne voit pas les contours, et donc il y a une autre façon de s'orienter dans un espace qui est totalement différent, que les aviateurs d'ailleurs connaissent bien lorsqu'ils traversent des nuages, hein. Mais eux, ils ont des outils informatiques pour se diriger. Et dans ces séries-là, nous, on ne veut pas d'outils informatiques, donc on veut simplement de l'écoute et du rythme. Alors le rythme, là-dedans, joue un rôle très très fondamental. Donc sur chacune des toiles ou des pièces, il y a des scansions comme ça qui se répètent et qui sont nées d'un moment de rythme. Et chaque moment est tout à fait différent d'un autre moment, c'est-à-dire la façon dont on se déplace, la façon dont on touche, la façon dont le cœur bat est une façon différente à chaque fois. Et ça, ce sont des prélèvements de ces instants d'éclairement qu'on retrouve aussi dans le film final, parce que ce sont des éclairs de chaleur l'été sur la campagne, et donc ce sont des moments d'éclairement comme ça que nous essayons de capter, voilà, et de mettre en lumière dans un espace plutôt mental que visuel. Tu mentionnes beaucoup de verbes de mouvement. Est-ce que, et aussi vous évoquez le mot trajectoire. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de multiplication et effacement à la fois? Oui, il y a beaucoup de mouvements, parce qu'il y a d'abord le mouvement des pas, la façon dont la toile est battue, par exemple, quand il s'agit de toile, comme un tambour. Donc il y a des coups répétés, et puis il y a d'autres mouvements qui sont des frottages, des mouvements d'effacement. Donc tout ça fait un concert
à la fois avec des stridences et puis des moments beaucoup plus feutrés, où l'effacement prend le dessus. Alors il y a toute une série en bas de toiles de 40 cm sur 40 cm qui sont des dessins faits avec des résidus d'encre de Chine, donc qui sont très très légers, mais qui traduisent les mouvements de la main comme sur des crêtes. C'est comme si on cheminait sur des crêtes, et puis après surgit le pigment qui est un pigment pur, un blanc absolu, et qui en quelque sorte rature ces mouvements et met ça dans une ambiance extrêmement feutrée. Donc on a là un double type de mouvement, un mouvement qui est assuré, rythmique, et puis un mouvement aléatoire, je dirais presque chaotique, où ce qui advient est l'imprévisibilité même, c'est-à-dire on ne sait pas où les choses vont se raturer. Et c'est très important pour nous de jouer avec cette poussière, de jouer avec la rature, de jouer avec le hasard, et ça introduit un type de figuration qu'on trouve peut-être déjà chez des peintres de l'expressionnisme abstrait, peut-être chez Rauschenberg lorsqu'il efface, ou chez Tombly, et plus lointainement aussi dans la pensée musicale de John Cage, qui a beaucoup travaillé sur le hasard. Donc le fait d'introduire, de jeter cette poudre aux yeux, ou de la frotter par des mouvements abrupts, c'est quelque chose qui joue avec le hasard, parce qu'on ne connaît pas du tout le résultat de ce qui va se passer. Bon, pour autant, il ne s'agit pas d'un geste lyrique, etc., mais il s'agit au contraire de choses extrêmement mesurées, dont on cherche par après le résultat, un peu comme dans la musique sérielle d'ailleurs. On programme un coup et puis après on voit quelle note on va obtenir. Donc ça, c'est pour nous extrêmement important d'avoir ce chaos, et puis après de regarder comment au fond le chaos n'est jamais si chaotique que ça, il est effectivement organisé. Un petit coup d'œil dans votre atelier. Comment travaillez-vous? Vous commencez un collage, un dessin, un tableau en lui donnant une forme et vous développez l'interprétation de votre œuvre? Ou est-ce que l'œuvre naît selon une forme préconçue? Donnez-vous encore une certaine idée artistique? C'est un peu ça? Ou c'est différemment comme vous venez de l'expliquer? C'est différemment. Je ne pense pas qu'on parte vraiment d'une forme. Bon, on s'attaque à une surface. Mojgan et moi, on a d'ailleurs eu une période où on travaillait beaucoup sur le liquide. Là, au contraire, c'est plus sur le nébuleux et le poudreux qu'on a travaillé. Et donc, l'idée de forme est souvent contestée par nous. C'est-à-dire, la forme n'est pas importante. Elle est de toute façon très transitoire. On dit que la grande image n'a pas de forme en Orient, et c'est vrai aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce privilège de la géométrie cartésienne dans la figure. On a au contraire des transports, des flux, des fluctuations aléatoires, des déplacements. Donc c'était des façons de se propager qui sont tout à fait nouvelles et qui témoignent davantage d'une énergie, et aussi des énergies cachées, des énergies un peu secrètes qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans le monde, il y a tout un tas de choses qui circulent, et évidemment, on le sait très bien avec la radio et la télé, qu'on s'appuie sur des ondes, et même si on ne les voit pas, elles peuvent transporter énormément d'informations. C'est plutôt des ondes que des formes qui sont dans notre travail plastique. Une toute petite précision, ce sont des instantanés ou plutôt une sorte de photographie d'un mouvement ou le mouvement lui-même que vous voulez montrer? Alors la notion d'instant et d'instantané, c'est très très important pour nous. On voudrait peut-être effectivement révéler des instants, et c'est ce que montre en bas la série des haïkus. Le haïku révèle toujours
une situation comme ça qui est un peu paradoxale et qui ne dure qu'un moment, qu'à ce moment-là. Non, c'est quelque chose qui est capté et qui est un peu de l'ordre là aussi du hasard. On se rappelle du haïku de Bachot, le vieil étang, une grenouille y plonge, plof le bruit de l'eau. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi cette grenouille à ce moment-là, le haïku a capté cet instant au bord de l'étang. Donc nos œuvres sont un peu dans cette trajectoire-là, c'est-à-dire que ce que nous faisons à un moment T, en nous mettant devant la toile, en commençant un processus et puis en faisant intervenir une rature blanche, par exemple, introduit un instant qui est comme suspendu, c'est l'instant d'un nuage, mais en même temps, ces instants, ils sont de durée, on peut dire, différente. C'est-à-dire que on a trop souvent cru, avec la photographie notamment, que l'instant, c'était un moment pris au 125e de seconde, etc., qu'on arrêtait le temps. Mais en réalité, on le voit dans ces œuvres-là où la notion de touche élargie, enchaînée à une autre touche, etc., occupe de l'espace. Eh bien, on peut élargir la notion d'instant. Donc là, il y a des instants qui sont un peu plus amples que d'autres et qui donc comportent peut-être davantage de vibrations à l'intérieur. C'est-à-dire on est dans un univers quantique où voilà, il y a des fréquences quand même qui, même lorsqu'on délimite un instant, sont multiples. Et donc c'est cette espèce de sens-là de l'instant élargi qu'on voudrait aussi essayer de capter. C'est pourquoi très souvent d'ailleurs les toiles marchent par ensemble. Il n'y en a pas une seule, mais il y en a 8, il y en a 12, il y en a 24. On a fait une œuvre en Corée là, qui s'appelle 24 heures de pluie aussi, avec des apparitions autour de la pluie qui sont tout à fait différentes, bon, d'une heure à une autre, disons, on pourrait dire d'une minute à une autre aussi. Donc ce monde est un monde extrêmement complexe et on ne voudrait pas justement lui donner une durée artificielle. Donc on privilégie ce genre de découpage qui monte sur le devant de la scène la rareté de l'instant privilégié. J'ai encore une dernière question. Je n'ose pas dire qu'il s'agit d'un jeu avec les matériaux ou le matériel. Je devrais dire, vous le transformez. Comment travaillez-vous avec le matériel? Vous changez la forme pour arriver aussi à un changement de substance qui crée après tout un événement. Alors les matériaux sont très complexes et très étagés. Il y a des matériaux simples, bon, qui viennent de la peinture. Il y en a d'autres qui sont plutôt acryliques mélangés avec de la lave, avec du sable. Donc il y a le grain qui est très très important. Et puis il y a toute une sorte de cuisine dont je ne vais pas révéler les secrets, mais qui permet d'avoir des matières extrêmement fines, extrêmement légères. Parce qu'on travaille quand même dans un univers qui n'est pas un univers lourd, de la grande densité. On veut rester dans une sorte de légèreté fondamentale. Et donc on a trouvé des façons d'alléger considérablement la matière. Donc, dans certaines toiles, les couches sont vraiment très très pelliculaires, donc, et on joue avec toutes sortes de fixatifs, de vernis, etc. pour superposer, stratifier parfois des instants comme ça dans un espace qui est non pas inframince comme disait Duchamp, mais quand même assez mince. Et voilà, qui est parfois impalpable. Mais le fait de confronter plusieurs espaces, justement, les révèle, et on a donc cette dimension fondamentale des matériaux qui est quand même très présente, tant que ces matériaux peuvent être aussi des atomes de légèreté. Merci bien, Michel.